Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier forum uni pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches. Merci de votre présence. Vous êtes vraiment très nombreux pour cette première expérience. Il y a eu plus de 500 personnes inscrites. Alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être là. On l'apprécie vraiment. Mon nom est Manon Roy. Je suis animatrice chez Éclosion et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à cet événement avec vous ce soir et de pouvoir donner la parole à des gens de cœur. Je vais ici vous accompagner pendant les 2 prochaines heures afin de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce forum réunit 5 organismes qui accompagnent les gens atteints du cancer et leurs proches et financent des projets de recherche pour déjouer cette maladie. Je vais d'ailleurs vous présenter leurs représentants dans quelques instants, ainsi que les sujets qui seront abordés ce soir. Ce forum se veut un moment pour se mobiliser collectivement et solidairement pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches, et aussi rappeler l'importance d'investir dans la recherche. L'objectif est d'unir la voix des acteurs qui sont aux premières loges de leur quotidien. Nous souhaitons ce soir, en fait, faire le point sur les enjeux prioritaires et sur des solutions innovantes. Sachez également que si vous avez des questions, vous pourrez tout au long du forum nous les adresser grâce au bouton Q&A qui se trouve tout juste en bas de votre écran. À la fin des 3 panels, nous en prendrons quelques-unes pour y répondre, mais ne vous en faites pas pour celles non répondues ce soir. Soyez certains qu'elles seront dirigées aux bonnes personnes, en fait, qui communiqueront avec vous par la suite. Je tiens également à vous mentionner que nous enregistrons l'événement. Débutons maintenant ce forum par un invité de marque. Il me fait vraiment plaisir d'accueillir M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, pour le mot d'ouverture. Monsieur Dubé, la parole est à vous. Bonjour, ou plutôt bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis en fait très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous dire quelques mots à l'occasion du forum qui aborde en fait un des plus grands défis de notre réseau de santé et des services sociaux, soit le traitement du cancer. Au cours des derniers mois, j'ai eu plusieurs occasions de m'adresser aux organismes communautaires qui œuvrent dans le secteur de la cancérologie. Je sais que le thème de la collaboration entre les organismes communautaires et le réseau public a été abordé lors de ces événements et qu'il a fait l'objet de discussions, disons, approfondies. C'est d'ailleurs la priorité de travail qui a été retenue pour 2021 par le groupe de travail des milieux communautaires en cancérologie du M3S, où siègent en fait plusieurs organismes qui sont présents aujourd'hui. Depuis plus d'1 an, c'est un défi qui s'est présenté à nous, soit un retard de dépistage du cancer engendré par la pandémie de la COVID-19. Cette préoccupation est au cœur de nos efforts actuels. C'est pourquoi nous mettons en place des stratégies pour revenir au niveau d'accès pré-pandémie, comme vous avez pu le constater la semaine dernière pour le secteur de la chirurgie. Des efforts de priorisation de la chirurgie oncologique ont été mis en place et les niveaux de prise en charge sont demeurés élevés, ce qui a permis d'atteindre à 95% le niveau de l'année précédente, ce qui est non seulement très bien, je pense que c'est remarquable vu le contexte. En radiothérapie, ça a été la même chose et je tiens à féliciter le personnel pour ces résultats-là qui sont excellents. Mais le traitement du cancer, vous savez, n'est qu'une partie de la trajectoire des patients. Dépister et diagnostiquer le cancer est aussi crucial. Une même approche de rattrapage est donc requise pour ces activités, par exemple du côté du programme de dépistage du cancer du sein ou du dépistage du cancer colorectal. Je veux aussi préciser qu'on a mis en place toutes les mesures pour que ce soit sécuritaire, tout le processus, autant pour les patients et le personnel. Mais comme je l'ai dit au cours des dernières semaines, on invite aussi les gens à venir se faire dépister parce qu'avec le retour à nos activités habituelles, pour avoir une stratégie de rattrapage qui s'appuie sur un portrait réaliste,
qui inclut la liste invisible dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière. Pour moi, il y a plusieurs angles d'action qui doivent être couverts pour établir une certaine normalité, tant dans les soins que dans les activités de recherche où plusieurs de vos organismes sont impliqués. C'est à ce quoi nous allons travailler avec tous les partenaires à mesure que le déconfinement va progresser. Je tiens aussi à vous remercier des innovations et des pistes de solutions dont vous discuterez lors du forum. Merci également à toutes vos équipes pour la résilience et l'adaptation dont on a fait preuve tout au long de cette pandémie. Je veux aussi vous dire en quelques mots la fierté que les Québécois ont de plus en plus par rapport à notre réseau de la santé dont vous faites partie, étant donné l'impact que vous avez sur les Québécois et sur ces patients atteints de cancer. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans la pandémie, on a vu que les gens avaient repris confiance souvent dans leur réseau, étaient fiers du réseau de la santé. Et je tiens à vous souligner que nous allons faire tous les mêmes efforts pour vous appuyer, chacun des organismes, dans nos efforts de cancérologie. Alors, merci à vous tous. Je vous souhaite une belle session et je suis certain que vos recommandations et vos commentaires pourront être pris en compte dans les prochaines semaines. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'avoir été là effectivement ce soir. Et sachez que des membres de l'équipe du ministre demeurent avec nous pour assister à nos échanges. Voici maintenant venu le moment de vous présenter les organismes qui ont initié ce forum. Alors, on débute avec Mme Pascale Bouchard, qui est directrice générale de l'EUCAT. Bonsoir, Mme Bouchard. Oups, Bonsoir. votre micro. Oui, bon, voilà, c'est un classique, c'est sûr. Oui. Donc, les statistiques ne mentent pas là, quand on parle de cancer chez les jeunes. Non, effectivement. Écoutez, au Québec, près d'une famille par jour est frappée par le cancer de son enfant. Et bien qu'on sauve aujourd'hui près de 85 de ces enfants-là, 70 de ceux qui survivent vivront avec des séquelles et pour certains d'entre eux, ces séquelles-là auront des impacts très importants au niveau de leur santé physique ou de leur santé psychologique. Ensemble, nos 5 organismes, nous couvrons toutes les sphères du continuum de soins en cancérologie pédiatrique et adulte, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements et bien au-delà. Merci beaucoup et nous allons maintenant poursuivre avec M. Marco Dessel, qui est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bonsoir, M. Dessel. Bonsoir, Manon. Vous avez également des statistiques qui sont significatives. Oui, en effet. Un Québécois sur 2 sera touché par le cancer. Le taux de survie est maintenant de plus de 60 %. La Fondation québécoise du cancer a pu soutenir depuis 1979 plus d'1 demi-million de personnes. Ensemble, nos 5 organismes regroupent des services et des ressources permettant de rejoindre, informer et soutenir les personnes atteintes de toute forme de cancer et leurs proches. Bien, merci beaucoup. Bien intéressant. Laissez-moi maintenant vous présenter Mme Manon Pépin, présidente et chef de la direction de la Société de recherche sur le cancer. Bonsoir, Mme Pépin. Bonsoir, bonsoir à tous. De notre côté, notre mission depuis près de 75 ans est de financer exclusivement la recherche pour tous les types de cancers pour prévenir, détecter et traiter la maladie. Ensemble, nos 5 organisations investissent des millions de dollars par année dans le but de déjouer le cancer. Merci beaucoup. Et de l'organisme Procure, je vous présente M. Laurent Proulx, le président-directeur général. Bonsoir, M. Proulx. Votre micro. Il en faut au moins 1 ou 2, là. C'est logique. Votre organisme est spécialisé dans le cancer de la prostate. Effectivement. Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Annuellement, ça représente au-delà de 4 300 hommes. De ce nombre, près de 900 vont mourir. C'est en fait la 3e cause de décès par cancer chez les hommes. Procure multiplie les initiatives de sensibilisation sur différentes tribunes afin d'inciter les hommes à se renseigner sur les facteurs de risque et de prévention et à s'informer du moment propice pour se faire dépister.
Notre ligne d'information et de soutien conjuguée au clavardage en ligne accueille des milliers de demandes d'information, de réconfort, que ce soit des patients eux-mêmes ou de leurs proches. Enfin, Procure investit dans la recherche de classe mondiale via sa biobanque reconnue à l'international, ainsi que de nombreux autres projets novateurs autour de la santé masculine sont à l'étude. Ensemble, nos 5 organismes ont des programmes novateurs et nous pouvons et souhaitons aller encore plus loin. Merci beaucoup, M. Proulx. Et le dernier et non le moindre, M. Diego Mena, qui est vice-président de la Société canadienne du cancer. Bonsoir, M. Mena. Bonsoir tout le monde, bonsoir Manon, ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Bien, merci d'être là. Il faut dire que la recherche joue un rôle très important. Oui, c'est grâce en fait aux subventions de recherche de la Société canadienne du cancer qu'on sait aujourd'hui qu'on peut prévenir 4 cas de cancer sur 10 par année, dont environ 19 000 cas de cancer au Québec. Et c'est grâce en fait à ces recherches qu'on peut mettre en place des services directs en fait pour les personnes touchées, mais également des services de programmes de prévention pour la population générale qui permettent justement de éviter qu'on puisse prévenir en fait le cancer qui se développe. Puis ensemble, en fait, nos 5 organisations, on porte la voix des personnes touchées par les différents types de cancers au sein des instances gouvernementales au niveau fédéral et provincial. Bien, merci à vous 5. C'est beau de vous voir réunis comme ça afin de décupler vos voix et vos moyens afin de faire avancer la cause du cancer et soutenir l'ensemble des personnes concernées. En groupe, c'est bien évident, notre voix a toujours plus de force et d'impact. Alors, c'est pour ça que c'est beau de vous voir ensemble ce soir. Alors, merci beaucoup d'être là. Et si vous le permettez, nous sommes maintenant rendu au cœur de notre soirée, soit les panels de discussion. Le fonctionnement est bien simple. Nous traiterons de 3 thèmes spécifiques. Tout d'abord, les impacts physiques, financiers et psychosociaux de la maladie. Ensuite, les retards dans le dépistage dû à la COVID et ses conséquences. Et finalement, les enjeux prioritaires et les solutions innovantes en cancérologie. 3 intervenants de marque témoigneront pour chacun de ces thèmes. Alors, sans plus tarder, si tout le monde est prêt, débutons avec le premier panel, les impacts physiques, financiers et psychosociaux de la maladie. Évidemment, le cancer fait couler beaucoup d'encre. Le plus souvent, on aborde le sujet sous l'angle de l'épisode de soins qui y est associé. Mais qu'en est-il des effets collatéraux? Perte de revenus, douleurs chroniques, détresse psychologique et bien d'autres. Il faut aussi les prendre en considération. Et c'est ce que font les organismes de soutien qui offrent une multitude de services pour alléger ces impacts, justement. Donc, programmes de prévention, soutien professionnel, soutien financier, hébergement, recherche, etc. Du début à la fin de la maladie, ces organismes agissent en véritables catalyseurs, tant auprès des personnes atteintes que de leurs proches pour les aider à trouver leur voie, VOIE, et leur voie, VOIX, à travers l'épreuve de la maladie. Ils ont un rôle central à jouer. Nos 3 panélistes vont nous démontrer l'importance d'inclure les actions de ces organismes dans un continuum de soins. Alors, je vous les présente. Madame Pascale Bouchard, directrice générale de l'ECA, qu'on a déjà rencontrée. Madame Méline Yee, patiente partenaire, avocate survivante d'un cancer du sein, Société canadienne du cancer. Madame Karine Bilodeau, professeure et chercheure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonsoir à vous 3. Et rebonsoir, Madame Bouchard. Et justement, ma première question vous est adressée. Quand le cancer frappe un enfant dans une famille, qu'est-ce que ça implique pour l'entourage et comment vous leur venez en aide? Écoutez, les parents que nous accompagnons nous disent que l'annonce du diagnostic de cancer de leur enfant entraîne un réel tsunami dans la vie de leur famille. Ils nous disent qu'il y a un avant et un après le diagnostic. Il faut comprendre que soudainement, le quotidien est changé drastiquement. Souvent, l'enfant et l'un de ses parents ne quittera même pas l'hôpital suite à l'annonce parce que l'agressivité des cancers pédiatriques nécessite habituellement que les traitements commencent le plus rapidement possible.
Les parents devront donc, sans aucune préparation, se réorganiser du mieux qu'ils le peuvent pour s'assurer que l'un d'entre eux soit au chevet de l'enfant malade, bien entendu, pendant que l'autre prendra le relais à la maison auprès des frères et sœurs. Souvent, l'un des parents quittera aussi son travail temporairement, entraînant inévitablement des pertes financières assez importantes. C'est donc un choc immense que subit la famille, un choc qui est amplifié par la peur bien réelle que l'enfant peut décéder du cancer. Perdre un enfant, c'est contraire à l'ordre normal des choses, c'est le pire cauchemar de tout parent, on le sait. Un cauchemar qui tout à coup devient une réelle possibilité. Quand on ajoute à tout cela le défi que représente de bien comprendre et bien intégrer tout ce qu'on entend, les messages des médecins, la médication, c'est complexe et c'est un monde qui est inconnu. On peut facilement imaginer que le stress qui est subi est énorme, qui entraîne un lot d'anxiété et même d'angoisse assez important pour plusieurs parents. Vous savez, on dit souvent qu'il faut un village pour éduquer un enfant, mais ça veut aussi dire que c'est tout un village qui est affecté par l'annonce d'un diagnostic de cancer. Outre la cellule familiale immédiate, les grands-parents, oncles, tantes, les cousins, les cousines, les professeurs, les camarades de classe, les amis de la famille, les collègues de travail des parents, l'onde de choc se propage parmi tous ces gens-là. C'est donc important de comprendre que plusieurs de ces personnes-là qui entourent l'enfant malade auront besoin de soutien. Dans les mois qui vont suivre l'annonce, comme le système immunitaire de l'enfant est affecté par les traitements, toute la famille choisit habituellement de s'isoler, de se priver de sorties ou de vacances pour protéger l'enfant malade et par peur aussi que l'endroit qu'on pourrait visiter ne soit pas sécuritaire en cas d'urgence, par exemple. C'est donc en ayant en tête toute cette réalité-là complexe et la lourdeur des impacts que le camp intervient. On intervient dans une approche globale qui prend en considération l'ensemble des besoins de tous les membres de la famille. Nous entrons en action dès l'annonce du diagnostic et nous accompagnons chaque famille pendant toute la durée des traitements et bien au-delà. En fait, on est habituellement en moyenne en relation avec chacune des familles pendant près de 5 ans. Comment on le fait? Tout d'abord, parce que le cancer, c'est jamais prévu au budget, c'est essentiel de soutenir les familles financièrement pour diminuer un tant soit peu le stress financier et s'assurer que les parents auront toujours les moyens de se rendre à l'hôpital pour que l'enfant reçoive les traitements dont il a besoin ou effectuer les suivis qui sont requis. C'est pourquoi nous offrons une bourse initiale dès l'annonce du diagnostic qui sera suivie par d'autres pendant toute la durée des traitements. Nous offrons aussi de l'aide financière ponctuelle de dépannage d'urgence et un fonds d'aide financière spécifique aux survivants qui sont aux prises avec des séquelles post-traitement. Annuellement, c'est près d'1 million de dollars qui est investi directement en aide financière auprès des familles. Il faut aussi offrir de l'écoute, du soutien, une trousse d'accueil qui va accompagner l'enfant et ses parents pendant plusieurs années. On offre aussi de l'information personnalisée à chaque famille en fonction du cancer spécifique de leur enfant grâce à notre centre d'information Leucan. Alors, autant pendant l'hospitalisation que lors du retour à la maison, notre équipe de conseillères et d'agentes aux familles assurera un suivi. C'est une réelle relation de confiance qui s'établit et on se retrouve à Leucan dans une relation particulièrement privilégiée et de premier plan pour vraiment être capable d'identifier, de comprendre les besoins des familles et d'identifier aussi les pistes de solutions les plus prometteuses. On agit aussi pour diminuer la souffrance physique et psychologique, que ce soit par des massages qui sont spécifiquement adaptés ou un suivi pour les familles dont l'enfant est en fin de vie ou un enfant qui décède. On va déployer une expertise qui est unique.
Il n'y a personne d'autre qui fait ça pour que notre mission d'accompagnement à toutes les étapes de la maladie et de ses effets prenne tout son sens. Les massages vont permettre à l'enfant qui a des douleurs d'expérimenter un toucher positif et apaisant. Et pour les familles qui font face au pire, nos groupes de soutien pour parents et fratries endeuillés, ainsi que les activités commémoratives et l'aide psychologique spécialisée que nous offrons vont faire une grande différence et permettront aux familles de faire face à cette épreuve-là un peu mieux. Et aussi parce que se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose que soi fait un bien immense, nous avons développé à Leucan au fil des ans une offre d'activités socio-récréatives tant régionales que provinciales pour briser l'isolement. Ces activités, qui étaient jusqu'à tout récemment offertes uniquement en présence, mais qui désormais se font aussi en virtuel, elles permettent à tous les membres de la famille d'avoir du plaisir dans un cadre qui est sécuritaire et qui est adapté au contexte. Ça leur permet aussi de partager sur leur vécu et, pendant un instant, d'oublier un petit peu la maladie. Les salles de jeu Leucan, qui sont présentes dans certains centres hospitaliers, au CHU Sainte-Justine et au CHU de Québec, elles permettent quant à elles aux enfants qui doivent se rendre en clinique externe pour recevoir des traitements de jour, de savoir qu'ils vont retrouver Marie-Christine ou Marie-Hélène et leur jeu et leur surprise, plutôt que de recevoir des piqûres ou un médicament qui ne goûte pas très bon. Les parents, quant à eux, ils savent qu'ils pourront avoir une écoute attentive si les choses sont plus difficiles à la maison, échanger et avoir des conseils fort appréciés. Il y a aussi le milieu scolaire, parce que l'école, c'est le deuxième milieu de vie des enfants. Et comme ça occupe une place tellement importante dans la vie de l'enfant malade et dans celle de ses frères et sœurs, nous, on va faciliter le retour en classe et on va épauler l'équipe école qui se retrouve souvent démunie devant cette annonce-là pour arriver à démystifier le cancer. Donc, par des ateliers qui sont adaptés au stade de développement des enfants à qui on s'adresse, on va répondre à leurs questions et à leurs craintes. Et on va faire en sorte de créer une espèce de toile de solidarité autour de l'enfant et de sa famille. Enfin, parce qu'encore plus de 15% des enfants atteints de cancer décèdent de la maladie et parce que plusieurs survivants sont aux prises avec des séquelles, évidemment, on trouve essentiel de continuer d'investir plus de 1 million de dollars chaque année pour financer la recherche clinique. Ça permet évidemment de lutter contre la maladie et ça permet surtout de faire en sorte que les enfants québécois ont accès aux meilleurs traitements possibles qui sont offerts n'importe où dans le monde. Et je vous dirais qu'à Leucan, ce qu'on se dit, c'est que tant que nous ne guérirons pas 100% des enfants et tant que les survivants vivront avec des séquelles, ces investissements-là en recherche continueront d'être importants. Et à Leucan, nous continuerons de jouer notre rôle comme on le fait depuis maintenant 43 ans. Bien, merci beaucoup, Mme Bouchard. Et je vous écoutais et je connais une petite fille, une famille qui a vécu ça et qui a justement profité de vos services. Et je revoyais tout ce qu'ils me racontaient. Et effectivement, je pense que vous aidez énormément ces familles-là. Donc, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Ça me fait plaisir. Je m'adresse maintenant à Mme Yé. Je le disais en introduction, on ne doit pas penser qu'aux effets physiques de la maladie, mais aussi aux effets collatéraux. Madame Yé, qu'arrive-t-il lorsque la maladie nous empêche de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles, de notre famille? Et qu'en est-il lorsqu'on fait partie d'un groupe minoritaire plus isolé? Oui. Donc, je pense que c'est important de comprendre que, premièrement, les déterminants de la santé ne sont pas seulement individuels, biologiques ou génétiques en nature, mais aussi sociaux. Donc, l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons a un impact direct sur notre santé. Et c'est ça qui a été souligné par la crise de la COVID-19. En effet, cette crise nous a permis de voir jusqu'à quel point les travailleurs essentiels sont plus à risque.
En même temps, ce sont les travailleurs essentiels qui sont parmi les plus vulnérables au niveau économique dans notre société. Souvent, des gens de diverses origines ethniques et raciales vivant dans des conditions plus difficiles et sans emploi stable pour les protéger en cas de maladie, les travailleurs essentiels sont très vulnérables face à la COVID. Les comparaisons entre la COVID et le cancer sont évidentes. Le cancer est devenu une épidémie au Québec, avec plus qu'un Québécois sur 2 qui va recevoir un diagnostic au cours de sa vie. Et les statistiques démontrent que les populations vulnérables et les minorités raciales et ethniques en particulier sont les plus prônes à avoir un diagnostic d'un cancer, souvent à cause d'une alimentation malsaine, les conditions de travail ou les habitudes de vie. Donc, ce sont ces populations vulnérables qui sont les moins outillées pour faire face à la maladie. Lorsqu'on a besoin d'une sécurité d'hébergement et accès à un revenu stable pour nous soutenir pendant notre guérison, c'est ce groupe qui vit avec des défis financiers importants qui nuisent directement à leur santé. Il faut soutenir ces personnes vulnérables. Plus rapidement qu'une personne est guérie, plus rapidement qu'elle peut redevenir un membre actif de notre société, qui contribue à la communauté et qui bénéficie d'une pleine santé. Les solutions que je vous propose se dirigent plutôt vers les travailleurs et les systèmes que nous avons déjà en place. C'est logique qu'on vise à soutenir ce groupe, puisqu'en effet domino, nous les aidons à aider leur propre famille. Notre plan public d'assurance médicaments est un plan exceptionnel qui permet à tous les Québécois d'avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. En effet, 43% des Québécois adhèrent au programme, avec les Québécois de faibles revenus et sans avantages sociaux en bénéficiant le plus. On est fiers de notre programme qui nous permet un accès universel et équitable. Mais je crois que nous pourrions bonifier ce plan pour assurer un soutien aux travailleurs vulnérables. Oui, les travailleurs qui reçoivent un diagnostic d'un cancer bénéficient de l'assurance emploi, mais 55% de leur salaire en cas de maladie est très loin de 90% qu'ils reçoivent lors d'un accident de travail. Cette baisse importante de salaire peut avoir des effets dévastateurs pour une famille. Alors, j'envisage ajouter un élément à notre plan public pour assurer une prestation complémentaire à l'assurance emploi et qui comble la différence entre le 55% et le 90%. Cette prestation sera payée par l'employeur, mais gérée par le ministre de la Santé. Un peu comme le modèle utilisé pour les prestations complémentaires pour les femmes en congé de maternité qui bénéficient du régime québécois d'assurance parentale. En contrepartie, les employeurs participants pourraient bénéficier d'avantages fiscaux intéressants, ce qui encouragerait plus d'employeurs à participer. Ma deuxième recommandation serait d'assurer que ce programme soit flexible, de la même façon qu'un travailleur qui a eu un accident de travail bénéficie de la flexibilité avec le CNRSST. Lors d'une absence pour un suivi médical, le travailleur serait automatiquement payé par le système et n'aurait pas à prendre une journée de congé sans solde, comme dans le cas d'un accident de travail. Il y a des travailleurs qui ne peuvent pas se permettre de prendre ce journée sans solde pour un suivi médical et donc, ils ne le font pas. Mais avec le taux élevé de récidive de quelques cancers, nous savons qu'un suivi médical régulier est nécessaire pour assurer la bonne santé et que cette bonne santé continue. Ma troisième recommandation serait de monter un programme de sensibilisation et d'aide à la réintégration au travail.
Même si nous avons des normes de travail qui cherchent à protéger le travailleur et que notre charte interdit la discrimination, plusieurs travailleurs vivent avec des pressions causées par des attentes non réalistes de leur employeur. Souvent, ces travailleurs décident de quitter leur emploi au lieu de vivre ces pressions et leur réintégration échoue. Mais nous avons déjà en place un système qui donne un soutien lors de la réintégration après un accident de travail. Nous pourrions prendre ce système et cette expertise et l'appliquer au cas de cancer. Alors, l'employeur et le travailleur seraient guidés ensemble sur les limitations physiques et psychologiques du travailleur et ils auraient accès à des outils concrets pour assurer un accommodement raisonnable et un retour au travail réussi. Finalement, un diagnostic de cancer affecte aussi l'entourage de la patiente et souvent, l'entourage devient des proches aidants. Il existe un crédit impôt pour les proches aidants, mais malheureusement, l'admissibilité à ce programme reste très limitée puisque un des critères est un besoin d'assistance pendant 12 mois consécutifs. Toutefois, la période de traitement pour le cancer du sein ou le cancer du côlon, deux types de cancers les plus répandus, sont typiquement de 36 à 37 semaines respectivement. Donc, les critères d'admissibilité ne reflètent pas la réalité des proches aidants. Ce n'est pas parce que la contribution des proches aidants est sur une durée plus courte qu'elle est moins importante. Il sera pertinent de revoir ce programme afin d'y ajouter plus de flexibilité et d'éliminer les critères restrictifs qui rendent ce crédit d'impôt malheureusement trop peu accessible. Alors, en regardant ces opportunités comme celles que j'ai soulignées, nous pouvons rapidement enlever un fardeau important des épaules des travailleurs diagnostiqués avec un cancer ainsi que leurs proches. Les effets de ce soutien financier et l'accompagnement pendant le retour au travail seraient positifs, non seulement pour le patient et pour sa famille, mais pour les employeurs et la communauté. Bref, pour la société québécoise en général. Merci. Bien, merci à vous, vraiment très, très intéressant et ça fait réfléchir tout ça. Ça fait vraiment réfléchir de très bons points que vous avez amenés. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à Madame Bilodeau. C'est votre tour. Puisque les séquelles psychosociales d'un cancer peuvent être vraiment nombreuses, que nous dit la recherche à ce propos et quelles sont les avenues possibles et innovantes? Merci beaucoup pour votre question. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que maintenant, le cancer est considéré comme une maladie chronique qui demande également l'apport des soins communautaires et des ressources de la communauté au même titre que les autres maladies chroniques. Et dans les dernières années, en 2017, l'ANSET Oncologie a fait un numéro spécial sur les soins de survie. Et déjà, on parlait de décloisonner la trajectoire de soins du cancer, puis d'intégrer plus activement des soins primaires et de première ligne. Et il était même suggéré d'offrir une offre de soins psychosociaux dès le diagnostic de cancer, pendant les traitements et même lors du rétablissement, et que ces soins-là pouvaient être offerts par la communauté. C'est sûr que la pandémie a amené l'essai de la télémédecine. Ça nous a amené de voir un peu l'accompagnement aux personnes différemment. On a revu la nécessité de se présenter à l'hôpital. On a peut-être pensé alléger certains suivis en raison de la baisse ou de la difficulté d'exercer des examens physiques. Mais le contexte pandémique a permis de briser peut-être un certain plafond de verre. Puis ça nous invite à une réflexion sur le décloisonnement des services du soutien psychosocial qu'on peut offrir, qui était souvent offert exclusivement dans les centres de soins spécialisés, et peut-être de réfléchir que oui, c'est possible de penser à ces services-là en dehors de l'hôpital. Une étude finlandaise qui vient d'être publiée en avril a exploré comment des organismes communautaires pouvaient contribuer à l'accompagnement d'une trajectoire de soins d'une personne touchée par le cancer. Et ils ont réuni tous ensemble des personnes touchées, des professionnels également, des gestionnaires, des représentants communautaires. Et il y a plusieurs éléments qui ont été
souligner. Premièrement, il y a un manque de soutien au diagnostic à la fin des traitements. Ce sont les périodes où le soutien psychosocial sont les plus déficients pour la personne touchée par le cancer. Et qu'est-ce que tout le monde était d'accord, puis je pense que tout le monde est en mesure de le dire, c'est que lors des traitements, la personne est vraiment entourée de professionnels de la santé. Il y a des rendez-vous très fréquents, mais c'est vraiment au diagnostic à la fin des traitements que c'est plus difficile d'avoir contact avec les professionnels de la santé. Le deuxième point était le manque de soutien aux proches aidants. Qu'est-ce qui était rapporté? C'est que les besoins des proches aidants diffèrent de ceux des personnes touchées, puis également le timing où on a des besoins comme proches aidants souvent sont différents de notre proche. Ça fait en sorte que pour les proches aidants, avoir accès aux professionnels ou pour du soutien, c'est plus difficile parce que souvent le professionnel va privilégier la personne touchée davantage. Ensuite, le troisième point qui a été rapporté, c'est que les besoins de base, souvent pour les gens touchés par le cancer, sont avoir de l'information, avoir un soutien psychosocial, puis de pouvoir discuter avec un professionnel. Et l'étude rapportait que ce sont des éléments qui peuvent être faits par des organismes communautaires et que ces organismes-là ont des ressources qualifiées et expérimentées, comme des infirmières, des psychologues et des travailleurs sociaux, par exemple. Et comme le contexte finlandais est pareil comme au Québec, où ces ressources-là également sont disponibles. Et enfin, l'étude soulevait un enjeu important, que les ressources qualifiées des organismes communautaires sont non connues par les professionnels de la santé et par les milieux et non reconnues, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas qu'il y avait des professionnels qualifiés avec de l'expertise en oncologie qui étaient disponibles au sein de ces organismes. J'aimerais aussi vous parler des travaux de la chercheuse canadienne Margaret Fitch, qui, au cours des dernières années, s'est beaucoup intéressée aux soins de soutien aux personnes touchées par le cancer. Et elle explique que 100% des personnes touchées par le cancer ont minimalement besoin d'informations puis d'une évaluation de leurs besoins et de leur désir de soutien. Elle explique que de ce 100%-là, la moitié des gens auront besoin d'un surcroît d'informations, d'encouragement, également de soutien par les pairs, et que l'autre 50%, c'est-à-dire l'autre moitié, ont des besoins plus complexes qui demandent un suivi de la part des professionnels de santé qui sont davantage spécialisés. Alors, le regard de ces travaux-là nous laisse croire que 50% de la population qui a besoin un peu plus d'informations, d'être mis en contact avec des pairs aidants, c'est des gens qui ont peut-être auront plus trouveront leur compte auprès d'organismes communautaires et que l'autre 50% ont besoin de services beaucoup plus spécialisés de la part des centres déjà existants de cancérologie. Mes travaux de recherche financés au cours des 5 dernières années m'ont permis de rencontrer énormément de personnes touchées par le cancer. Et qu'est-ce qui ressort lors de mes rencontres avec les personnes touchées lors d'activités de recherche? C'est qu'ils ont besoin d'aide pour identifier les services offerts, que ça leur demande un effort considérable pour rechercher de l'information et de l'aide. Et même si les traitements sont terminés, c'est souvent le moment où les gens ont le plus de symptômes. Et pour eux, c'est difficile de faire toutes ces démarches pour rechercher de l'information et de l'aide. Et les gens que j'ai rencontrés, les participants, m'ont exprimé le désir de se sentir référés vers des ressources appropriées dans la communauté. Ainsi, considérant le momentum quand la reprise des soins et des services en oncologie, l'appréhension d'une hausse de clientèle, les recommandations quant au décloisonnement des modèles de soins et services en cancérologie et que la moitié de la population pourra avoir besoin d'un peu plus d'informations, de soutien, de contact par les pairs, c'est intéressant de réfléchir à proposer comme solution un maillage précoce entre les personnes touchées par le cancer et les organismes communautaires. On parle ici d'un jumelage, peut-être personnes proches avec un organisme pertinent à leurs besoins. Puis, il faut rappeler que les organismes communautaires, plusieurs d'entre eux ont déjà des services de jumelage, sont déjà organisés pour faire ce maillage-là. Il y aurait peut-être 2 moments clés à aller prioriser pour ce maillage ou ce jumelage-là, c'est-à-dire le diagnostic et également la fin des traitements actifs du cancer qui sont démontrés des périodes où les gens se sentent un peu, comme on dit, là, passés entre les filets du système puis perdent le contact avec leur équipe de soins traitantes spécialisées. Le Multinational Association of Supportive Care in Cancer, le MASC, pour ceux qui le connaissent, c'est un organisme international, a émis une prise de position suite à la pandémie. Puis, le MASC suggère de mettre en place rapidement puis des coordonnateurs pour trier les besoins immédiats des personnes touchées par le cancer et de les diriger
par les meilleures ressources. Puis le fait de créer ces coordonnateurs-là éviterait des déplacements à l'hôpital, réduirait des risques d'infection, puis aussi ça libérait du temps clinique. Alors l'idée est quand même intéressante d'avoir un coordonnateur pour aller diriger vers les ressources communautaires. On entend souvent de la part dans les médias des patients, même des professionnels, qu'il y a un manque de ressources en centre hospitalier, qu'on sent les professionnels débordés. Mais malgré tout, il faut, je pense, réfléchir au fait quel est le bon service au bon moment, puis de laisser peut-être les ressources spécialisées pour ceux qui en ont vraiment besoin, mon fameux 50 de besoins complexes. Ça nous permettrait d'éviter des sentiments de bris de service. Ça répondrait aux recommandations de soutenir les besoins psychosociaux dès le diagnostic. Et enfin, ça permettrait d'utiliser, garder les ressources spécialisées de manière efficiente. Enfin, coordonner une offre de service avec des organismes communautaires semble une solution pertinente pour plusieurs personnes et leurs proches si elles ont des besoins ponctuels, des besoins rapides, des besoins de se connecter avec les pairs, le fameux 50 qui a besoin de surcroît d'informations, un peu plus de connexion avec les pairs. Et ça nous permettrait une offre de service rapide et agile et enfin un accès rapide à un soutien psychosocial tout au long de la trajectoire de soins du cancer. Bien, merci beaucoup, vraiment très intéressant. Ça montre l'importance de l'accompagnement, justement, et de soutien. Donc, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Bien, merci à vous trois, en fait. Vraiment des interventions très pertinentes et on comprend vraiment mieux quel rôle peuvent jouer les organismes en ce qui a trait à tout ce qui concerne le cancer, mais autre que l'aspect physique. Alors, vraiment, très apprécié. Si les gens qui écoutent, qui sont en ligne, ont le goût de poser des questions, des questionnements là, qui sont apparus, n'oubliez pas, vous pouvez aller appuyer sur le bouton Q&A et nous poser des questions et on va y revenir après les trois panels. Donc maintenant, panel numéro 2, justement, qui a pour thème les retards dans le dépistage dû à la COVID, ses conséquences et les lueurs d'espoir. On le sait, le contexte de la pandémie a fait en sorte que plusieurs services du réseau de la santé ont été mis en pause, ont même été ralentis, avec pour conséquence d'importants retards à rattraper, entre autres dans le dépistage du cancer. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer des situations préoccupantes et des répercussions désolantes, mettant même parfois en péril la vie des personnes atteintes. Maintenant que nous devons composer avec cette réalité, on n'a pas le choix, comment se solidariser et innover pour accélérer et accompagner la reprise? Grâce à nos trois intervenants, nous explorerons des contextes et des innovations récentes dont les principes pourraient être répliqués pour soutenir le réseau et la reprise urgente des activités en cancérologie. Alors, je vous présente nos trois panélistes. Alors, d'abord, Mme Karine Hyperciel, directrice générale Fondation du cancer du sein du Québec. Monsieur, le docteur Martin Champagne, hémato-oncologue et président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Et le docteur Mélanie Bélanger, gastro-entérologue et présidente de l'Association des gastro-entérologues du Québec. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très apprécié. Je commencerai avec Mme Hyperciel. Donc, après un traitement réussi contre le cancer, la vie continue, heureusement, on en est très heureux, mais il faut redoubler de prudence dans le suivi de sa santé. Or, l'accès à un médecin de famille et à divers professionnels, c'est pas toujours simple, c'est parfois un enjeu. Qu'avez-vous imaginé pour répondre à ce besoin? Bien, écoutez, chez nous, à la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est toujours les patientes d'abord et on les écoute beaucoup. Et il y avait justement ce besoin-là. Si je vous donne quelques chiffres, on sait que pendant les traitements, il y a 44 des patientes qui vont au moins une fois à l'urgence ou à l'hôpital dans les 4 semaines qui suivent leur chimio. On sait aussi qu'après les traitements, l'accès à l'oncologue est limité à tous les 6 mois, puis bon, ça s'espace dans le temps. Par contre, le besoin de voir un médecin de famille, et comme vous dites, si elles en ont un, est toujours important pour plein de raisons, que ce soit pour les effets secondaires de la maladie, les effets secondaires des traitements, qu'il y ait un besoin de renouvellement d'ordonnance ou des références à des spécialistes. Et ça, c'est pendant les 18 mois post-traitement. On sait aussi que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de patientes qui font face à des enjeux en termes de déplacement, que ce soit pour la raison de santé, leur situation géographique ou même des difficultés financières, là, tout simplement, ou
plus bête que ça qu'elles n'aient pas accès à un médecin de famille. Mais on sait aussi que les proches de la patiente ont besoin aussi de rencontrer des professionnels de la santé. Alors, nous, on a travaillé en équipe à essayer de trouver une solution et la solution qu'on a mis sur pied en août dernier, c'était la clinique virtuelle. C'est simple, on utilise la télémédecine avec notre partenaire qui est Dialogue pour faire de la consultation à distance des patientes et des proches des patientes. C'est un service qui est offert gratuitement par la Fondation, qui est 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec les médecins, les infirmières autorisées, des infirmières praticiennes. Leur rôle varie de faire des nouvelles ordonnances ou de renouveler des ordonnances, de faire des références à des spécialistes au besoin. Ça peut être aussi pour des demandes de tests en laboratoire avec des suivis après résultats. Et la possibilité au besoin pour des accès à psychologues, nutritionnistes, coachs de travail de vie. C'est un projet on a travaillé, on a débuté il y a 3 ans avec 1 an et demi de tests chez les patientes pour arriver voir si on était bien équipé, tout le monde était bien formé. On l'a lancé depuis le mois d'août et l'impact est superbe. C'est vraiment une amélioration de la qualité de vie des patientes, en gros, et de leurs proches. C'est la diminution des inégalités aux accès aux professionnels de la santé, puisque c'est disponible via téléphone partout au Québec. Et c'est aussi beaucoup la diminution du temps passé dans les hôpitaux. Donc, on contribue à notre façon à décongestionner le système de santé et on en assume tous les frais pour ces personnes-là. Donc, ça a été un travail d'équipe. Comme je vous dis, on a travaillé pendant 3 ans avec le secteur privé, notre fondation et les patientes pour bien répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 430 patientes qui sont inscrites à la clinique virtuelle. C'est presque 500 consultations déjà qui ont eu lieu. Autant pour les patientes que des proches de la famille. Donc, on est très, très fiers d'avoir pu faire ce travail-là qui a été possible seulement parce qu'on l'a fait en équipe là, avec tous les parties concernées. Wow! Mais bravo! Vraiment une très, très belle initiative, une belle alternative. Vraiment, bravo! Merci beaucoup. Merci. Je m'adresse maintenant à vous, Dr. Champagne. J'ai 2 questions pour vous. Comment l'exemple présenté qu'on vient d'entendre de la Fondation du cancer du sein de Québec peut-il être repris ou utilisé comme bougie d'allumage, disons, pour soutenir la reprise? Et comment imaginer soutenir les communautés plus vulnérables ou isolées lorsqu'on considère la difficulté à les rejoindre, tel que nous l'ont montré en fait récemment les enjeux du dépistage de la COVID? Oups, est-ce qu'on a perdu Dr. Champagne? Est-ce que Dr. Champagne est là? Il était là il y a quelques instants. On peut peut-être attendre quelques instants pour voir s'il peut se rebrancher. Oui, c'est fait. Je suis de retour. Je suis de retour, désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. On vous écoute. Oui, donc, en fait, la COVID nous a amené le réseau de la santé à des défis inimaginables. Déjà, on avait, on sait, un réseau qui était hypothéqué, des ressources toutes limitées. Et là, il a fallu qu'on divertisse les ressources vers de nouveaux défis. Et il en résulte un On vient de le reperdre, je pense. Est-ce qu'on va avoir la chance et le bonheur de le retrouver à nouveau? On peut attendre un petit peu. Je pense que c'est peut-être son réseau, je ne sais trop. Ah, il est de retour! Non! Bien, on va peut-être revenir avec vous un petit peu plus tard, docteur. On va passer à Dr. Bélanger, puis on va revenir avec vous après, Dr. Champagne, donc il n'y a pas de problème. Dr. Bélanger, vous êtes prête? Oui, merci. Oui, bon, merveilleux. Alors, je vous pose la question. Lorsqu'on parle du cancer colorectal, on connaît les enjeux au niveau de son dépistage, encore plus dans le contexte des retards actuels. Pour d'autres formes de cancer, il existe des programmes spécifiques de prévention qui ont fait leurs preuves, par exemple le programme québécois de dépistage du cancer du sein. Comment pouvons-nous mettre à profit la connaissance qu'ont les organismes en cancer pour soutenir de façon similaire le dépistage du cancer colorectal? Bonsoir à tous.
Je m'adresse à vous au nom des 273 gastro-entérologues du Québec. Nous sommes les médecins spécialistes de l'investigation et du traitement des maladies digestives et notamment les seuls médecins détenant la formation complète et reconnue en endoscopie digestive. Ceci nous place au premier plan de la prévention et du dépistage du cancer du côlon, troisième cancer le plus fréquent et deuxième plus mortel, tous sexes confondus, affectant 27 000 Canadiens par année et fauchant la vie de 9 700 personnes annuellement. Le cancer du côlon a la particularité d'être un cancer qu'on peut prévenir, ce qui est différent du concept de détecter précocement, comme c'est le cas avec le cancer du sein, du poumon et de la prostate. Un programme de dépistage du cancer du côlon par la pratique d'une coloscopie chez une portion de patients identifiés par la présence de sang microscopique asymptomatique sur les selles, sur un test appelé RSOSI, permet que souvent des lésions encore précancéreuses soient enlevées et que les patients ne développent pas du tout de cancer, prévenant ainsi chirurgie, chimiothérapie ou pire, mortalité. Ceci a été démontré à maintes reprises dans plusieurs pays du monde. Le test RSOSI est indiqué chez tous les citoyens de 50 à 75 ans. 5% des tests sont positifs et ces patients seront référés pour une coloscopie dans un délai souhaité de 8 semaines. 35% auront des polypes qui seront enlevés pendant la procédure et le cancer sera évité. 6 à 8% des patients seront déjà porteurs d'un cancer asymptomatique, souvent moins avancé. Le Québec est la seule province qui n'a pas encore de programme officiel de dépistage de cancer colorectal. Avant la pandémie, nous en étions tout près. Mais le bateau a été manqué et donc maintenant, encore, le test RSOSI et la référence vers la coloscopie si celui est positif doivent encore passer par une ordonnance médicale. Pendant la pandémie, la directive donnée de cesser le dépistage, couplée à la réduction d'accès aux médecins de famille, a fait chuter le nombre de tests RSOSI effectués de plus de 130 000 par rapport à l'année précédente. Le délestage important effectué en parallèle dans les unités d'endoscopie a fait bondir les délais d'attente pour tous les patients. Les patients ont perdu confiance. Les oncologues travaillent plus que jamais. Les polypes manqués hier sont les cancers d'aujourd'hui et de demain. Pour remettre le train sur les rails, il faudra du rattrapage, tant dans les tests RSOSI que dans l'accès à la coloscopie. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ici que des organismes de proximité comme les vôtres peuvent entrer en jeu. Actuellement, toute la discussion sur la nécessité, le processus et la trajectoire vers la prévention du cancer du côlon se produit dans la relation entre le patient et son professionnel de la santé. Il est de notre perception sur le terrain qu'au-delà du besoin d'accès aux tubes de plastique pour faire le test RSOSI, une portion de patients non quantifiés, mais que nous estimons comme étant significatifs, résistent à rechercher la prévention du cancer du côlon par diverses craintes. De la coloscopie en soi, la préparation, la possible douleur, la peur des délais, ou d'être traités comme des numéros. Vous, les organismes sociaux, êtes un point de repère pour les patients. Ils ont avec vous une proximité qu'ils n'ont pas avec nous. Et donc, de pouvoir développer ensemble des outils éducatifs de proximité basés sur des informations scientifiques validées et unifiées, où le patient pourrait obtenir facilement du soutien, les informations nécessaires l'outillant mieux pour initier et maintenir sa trajectoire vers la prévention du cancer du côlon, serait d'une aide inestimable, parallèle à notre bataille à nous, la sécurisation de l'accès en temps approprié à une coloscopie de qualité dans toutes les régions du Québec. Finalement, et nous le voyons actuellement avec l'annonce récente en grande pompe du plan de rattrapage en chirurgie et le silence complet sur un même plan en endoscopie, où 110 000 patients sont actuellement en attente d'une coloscopie, toute indication confondue, il est urgent d'unir nos voix pour inciter le gouvernement à prioriser l'accès au dépistage du cancer du côlon dès maintenant.
Les patients porteurs de polypes encore précancéreux n'ont pas de voix, mais se comptent par milliers. Nous devons tous porter au gouvernement le même message. Vous et nous œuvrons dans des domaines différents. Nous soignons et vous accompagnez, mais nos buts se rejoignent autour du bien-être du patient. Unissons nos voix pour affirmer au gouvernement que l'urgent ne devrait pas remplacer l'important et que la prévention du cancer du côlon, troisième cancer le plus fréquent et deuxième plus mortel, souvent évitable, c'est important. Merci. Bien, merci beaucoup, Dr. Bélanger. Je pense que ça explique bien le besoin de travailler en équipe. Hein. Je pense qu'on le voit vraiment. Et pourquoi manquer le bateau cette fois-là? Donc, merci beaucoup, docteur. Docteur Champagne, vous êtes de retour. Oui, après des centaines de conférences Zoom depuis 1 an, ça ne m'est jamais arrivé d'être... Ben écoutez, il faut une première fois, mais il n'y a pas de problème. On vous écoute, on a vraiment le goût de vous entendre. Alors, donc, le réseau de la santé qui était déjà passablement étiré, mais qui répondait à une demande, donc, a été mis face à un défi incommensurable, la COVID, qui a eu des impacts très importants. On a le défi des retards de diagnostic, les retards de traitement. Donc, il faut voir. On sait, ça nous a mis aussi en évidence certaines faiblesses. Par exemple, la capacité du réseau de la santé d'aborder certaines communautés minoritaires quand on pense, par exemple, au dépistage de la COVID ou de la vaccination. Alors, je voudrais peut-être prendre un peu l'exemple un peu comme ruban rose. Comment on peut épauler le système de santé? Le système de santé a la capacité de répondre à une demande. Ça va prendre des efforts, mais donc, comment les organismes peuvent épauler le système? Puis c'est ça qu'il faut solliciter aujourd'hui dans la démarche. D'abord, donc Mélanie Bélanger vient de présenter certains des impacts du délestage, du dépistage. Il faut voir, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a eu la question d'accessibilité. Les tests n'étaient pas disponibles. L'accessibilité aux médecins. La crainte, fondée ou pas, des patients d'aller fréquenter le système de santé quand on n'a pas de symptômes, quand on est en mode dépistage, donc la crainte d'aller s'exposer à un risque, qu'elle soit fondée ou pas. Et l'autre chose qu'on voit, c'est qu'on a beau parler de reprise. Présentement, ce n'est pas une reprise compensatoire. On est loin. Quand on parle de reprise dans les mots du ministère présentement, c'est qu'on cherche à revenir à 100% d'activité. On se remet au mois de septembre, avant le début de la deuxième vague. On arrivait à peine à flirter avec ce 100%-là de reprise. Donc, il y a eu une accumulation réelle de patients. Donc, il y a un manque de patients ou un grand bassin de patients non diagnostiqués ou diagnostiqués avec des retards. Et à tout ça s'ajoute, il faut le prendre en compte, la fatigue du personnel, une capacité limitée du réseau de prendre en charge les patients. Il faut imposer une distanciation physique. Vous aviez un service de radiologie qui avait une salle d'attente qui desservait 5 ou 6 salles de radiologie, mais maintenant, il faut laisser attendre des patients. Certains hôpitaux ont été innovateurs. On donne des espèces de pagettes aux patients. On leur dit « Retournez au stationnement, puis on vous appelle quand ça va être votre tour ». Mais donc, il y a beaucoup de difficultés et la capacité physique de recevoir tous les patients est limitée. Alors, l'impact va être important parce que retard de diagnostic veut dire maladie qui avance. Maladie qui est plus avancée veut dire traitement plus intensif. Traitement plus intensif veut aussi dire fréquemment, trop fréquemment malheureusement, des thérapies beaucoup plus lourdes financièrement, d'une part pour le système, mais aussi pour le patient. Alors, l'impact va être important et les ressources gouvernementales, financières entre autres, humaines, ne sont pas extensibles. Alors, présentement, il faut créer une saturation du système. Le système aura besoin d'investissements financiers en oncologie très importants. Alors, le ministère de la Santé, c'est comme le Queen Mary, le bateau, là. Ça ne bouge pas vite. C'est quelque chose qui bouge lentement.
toutes sortes de raisons à ça. Et avant qu'on puisse avoir donc un appui sur le terrain, c'est pas toujours, il faut défendre le dossier à plusieurs niveaux. Alors, les organismes communautaires ont vraiment une agilité que le système de santé n'a pas. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas dupliquer ce qui existe et qui est bien fait à l'intérieur du système de santé, mais il faut aller au-delà de ça. On pourrait prendre, par exemple, l'engagement qui existe pour le programme 1-800 J'arrête pour le tabagisme, par exemple, qui n'est pas un programme du ministère de la Santé comme tel. Il est en partie supporté par le ministère de la Santé, mais il est supporté à même des organismes communautaires. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, il ne faut pas dupliquer le système de santé. Il faut rejoindre les communautés vulnérables, favoriser l'enseignement, le support. Et c'est là qu'il faut aller voir un peu. Il faut offrir une plus grande accessibilité à tous les patients qui n'ont pas accès à un médecin de famille. C'est pas normal que d'avoir à aller, par exemple, dans une clinique sans rendez-vous pour obtenir un test de dépistage parce qu'on n'a pas reçu une lettre du gouvernement ou on n'a pas eu accès à un test. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et donc, le programme de Ruban Rose qui nous a été présenté, par exemple, c'est un exemple, mais il y en a sûrement des autres. Alors, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, donc, c'est que les organismes communautaires puissent soutenir les intervenants du milieu de la santé par des pratiques innovantes. Je n'ai pas de solution toute faite à vous proposer. Il faut penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais. Il faut donc chercher ce genre de solution-là. Mais le système, présentement, va être très ouvert à un appui dans des niches particulières qui vont permettre donc de répondre aux besoins qui existent auprès des communautés minoritaires, auprès des populations vulnérables en particulier. Voilà. Merci beaucoup, vraiment très intéressant et on peut réellement constater le rôle que les organismes peuvent jouer justement dans le rattrapage d'un retard qui est maintenant un réel défi de société. Là, on ne peut pas passer à côté, malheureusement. Alors, merci beaucoup à vous trois, vraiment très apprécié de votre présence et il va y avoir des questions pour vous tout à l'heure, après le troisième panel. Alors, ne restez pas très loin. Ne restez pas très loin, en fait. Voilà, je vais le dire. Maintenant, passons à notre troisième panel. Notre troisième et dernier panel, donc, traite des enjeux prioritaires et des solutions innovantes en cancérologie. Les situations que nous avons abordées jusqu'à présent soulèvent des enjeux d'accès, également l'importance de la prévention et l'importance d'investir en recherche. De plus, pour faire face au nouveau contexte amené par la pandémie, les priorités doivent être plus que jamais portées collectivement et on doit encourager les solutions innovantes. On parlait de sortir de la boîte. À travers 3 interventions complémentaires témoignant de la vivacité des organismes et de leur synergie entre eux, nous nous attarderons maintenant à des réalisations collectives porteuses d'espoir. Alors, pour en discuter avec nos 3 panélistes, je vous présente donc Dr Caroline Laverdière, hémato-oncologue pédiatrique au CHU de Sainte-Justine, le Dr Marc Bazic, qui est chirurgien oncologue et président du comité scientifique de la Société de recherche sur le cancer, et le Dr Armen Aprikian, uro-oncologue et chercheur à l'Université McGill. Alors, bonsoir à vous 3. Merci infiniment d'être là, on l'apprécie beaucoup. Donc, débutons avec vous, Dr Laverdière, si vous le voulez bien. Le cancer pédiatrique fait certainement face à des défis qui lui sont propres. Est-ce que vous pouvez nous en identifier quelques-uns et nous partager un exemple d'initiative innovante? Premièrement, bonjour, vous m'entendez bien? Merci Très bien. à tous, oui, de me donner l'occasion de parler au nom de mes collègues aussi des enjeux prioritaires en oncologie pédiatrique. Pour nous, on a identifié 3 enjeux majeurs. Donc, le premier, c'est l'accès aux thérapies ciblées. Donc, on sait qu'autant en oncologie pédiatrique qu'en oncologie adulte, il y a de nouvelles molécules qui sont développées pour cibler, en fait, mieux là, les protéines impliquées dans le mécanisme du cancer. Donc, les molécules sont développées principalement pour les cancers adultes et leur accès en pédiatrie est très compliqué, très coûteux et associé à une lourdeur administrative qui va vraiment ralentir le début des traitements
traitements pour le patient. Donc, ça a un impact majeur de stress pour le patient et sa famille quand il y a des délais administratifs comme ça, puis sans compter les risques de progression aussi pendant ce délai-là pour les progressions du cancer. Donc, pour nous, ça prend une stratégie, une accès de voie rapide, si je prends l'analogie avec les autoroutes, la voie de gauche serait essentielle vraiment pour le Québec au complet et pour l'oncologie autant adulte que pédiatrique. Deuxièmement, c'est le développement et l'accès des thérapies cellulaires et géniques. Bien, on le sait, il y a eu d'énormes progrès en immunologie du cancer dans les dernières années. Puis, pour l'avenir du cancer pédiatrique s'y trouve vraiment là, au niveau des thérapies ciblées. Ce sont des thérapies qui sont très coûteuses et qui sont souvent développées en milieu universitaire par des chercheurs et des chercheurs qui n'ont pas les fonds suffisants une fois qu'ils ont trouvé comment faire la thérapie cellulaire, là, comment passer ça en mode, en mode concret avec de la recherche clinique parce que c'est extrêmement coûteux. Donc, il faut qu'il y ait une implication des compagnies pharmaceutiques ou du gouvernement. Ça serait une des solutions pour pouvoir avoir accès plus facilement et rapidement à ces thérapies nouvelles au niveau des thérapies cellulaires. Donc, et les compagnies pharmaceutiques aussi sont peu enclines à vouloir développer ces stratégies-là parce que notre marché en pédiatrie est très petit, donc il y a moins d'argent à faire. Donc, encore là, je pense qu'il y a une stratégie qui devrait être provinciale, qui devrait être développée afin de faciliter l'accès à ces thérapies qui sont coûteuses mais extrêmement prometteuses. On espère un jour éliminer en grande partie la chimiothérapie toxique et la radiothérapie. Donc, mais pour les fins de la présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur un enjeu qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai fait mon fellowship dans ce domaine-là, c'est l'établissement d'un programme provincial pour la survivance du cancer pédiatrique. Donc, on sait on a beaucoup d'études dans les dernières années, on sait que maintenant, on a presque 85% de nos patients qui vont survivre, c'est une bonne nouvelle, mais il y a des risques de séquelles chez les enfants. Presque 70% de nos patients à l'âge adulte vont développer une séquelle, puis dans le tiers des cas, cette séquelle-là va avoir un impact majeur sur leur qualité de vie. Donc, ça va être une séquelle significative. C'est différent de chez l'adulte, et ça, souvent, on se le fait demander, c'est qu'est-ce qui différencie, mais c'est que le corps de l'enfant et son cerveau, c'est en plein développement. Donc, les chimiothérapies ont un impact plus direct sur les organes, que ce soit autant physique que le développement neuropsychologique, entre autres. Donc, c'est une particularité des enfants par rapport à la toxicité de la chimiothérapie. Puis, on sait aussi que nos patients vieillissants ont plus de risques de faire un deuxième cancer, environ un risque au moins 4 fois plus élevé, tout dépendant des études qu'on regarde, et qu'il y a quand même beaucoup d'hospitalisations et de morbidité reliées à la survivance au cancer pédiatrique. Puis, il ne faut pas oublier non plus, je pense que la dernière année nous l'a montré, les enjeux de santé mentale, santé psychologique. Donc, il y a plusieurs études qui concrétisent le fait que les survivants de cancer pédiatrique ont plus de problèmes d'anxiété, dépression que la population générale, en fait, que leurs frères et sœurs. Donc, et si on regarde l'offre de services, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour ça? Moi, ça fait 15 ans que j'y travaille et c'est un travail difficile parce que l'offre est morcelée puis est très variable d'un centre à l'autre entre nos centres pédiatriques et adultes. Et le transfert en milieu adulte qui se fait souvent en première ligne, donc est difficile. On connaît les problèmes d'accès pour nos patients aux médecins de famille. Et il y a aussi plusieurs obstacles pour les patients qui ont besoin de suivi multidisciplinaire adulte, un suivi donc qui ont des séquelles complexes. Il y a plusieurs obstacles pour arriver à avoir des soins en milieu adulte qui soient adéquats puis coordonnés. Donc, notre solution, c'est celle de créer un programme provincial qui offrirait vraiment une expertise multidisciplinaire pour la gestion des séquelles et du transfert des patients. On a piloté avec Leucan en 2019 un projet porteur, donc ce soit celui de l'établissement provincial du programme de soins bucco-dentaires en oncologie pédiatrique. Donc, on a travaillé avec Leucan et avec plusieurs partenaires du réseau, les dentistes, des gens de la direction de la lutte contre le cancer. Puis, on a réussi à mettre sur pied en 2019 ce programme-là, qui est un programme innovant, puis qui a un franc succès. Donc, ça nous a montré qu'on était capable de travailler rapidement et efficacement en équipe multi à travers le Québec pour établir un programme provincial. Donc, avec cette expérience-là, on
veut mettre sur pied vraiment un programme qui va s'adresser à la survivance du cancer pédiatrique au Québec, qui va être offert pour tout le réseau. La majorité des patients qui n'ont pas des problèmes de survivance complexes peuvent être pris en charge par la première ligne, mais ce que la première ligne nous demande, c'est un support, donc de pouvoir d'avoir accès à quelqu'un qui a une expertise pour répondre à des questions parfois simples, comme la vaccination, par exemple, post-fin de traitement. Là, on a eu énormément de questions par exemple, pour la COVID. Donc, est-ce que je peux me faire vacciner, etc. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui répond. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une structure, une équipe multidisciplinaire avec des experts, des infirmières, des travailleurs sociaux, des neuropsychologues, donc des gens qui connaissent le domaine et qui vont pouvoir offrir des consultations présentielles ou, on l'a vu, en virtuel. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant, mais qui vont être à la fine pointe là, des connaissances dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment le but, c'est de créer un forum de discussion qui va permettre de mieux comprendre aussi le besoin des survivants et de développer aussi des projets de recherche clinique qui peuvent en fait faire avancer la cause encore plus. Donc, pour nous, c'est vraiment une priorité, puis on compte bien y travailler, entre autres, avec le camp. Mais merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant, de très beaux projets. Et je pense qu'ils pourraient faire une très grande différence. Alors, merci beaucoup, Dr. Laverdière, vraiment. Maintenant, Dr. Bazik, parlons recherche, si vous voulez bien. Sachant qu'elle est capitale en cancérologie et que la recherche a également souffert de différents retards, quels sont nos leviers à ce jour pour accélérer le pas? Et quels sont nos impératifs à court terme et qui devraient être nos alliés? Merci pour l'invitation à parler cet après-midi, ce soir déjà. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on est dans une phase très, très excitante pour la recherche sur le cancer, autant sur le niveau fondamental, c'est-à-dire de laboratoire, qu'en clinique, à l'application de ces données chez les patients. Et je donne quelques exemples. Par exemple, on parlait tantôt du problème de dépistage, par exemple, l'absence de mammographie, de coloscopie. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font maintenant avec des nouveaux tests qui pourront peut-être, par exemple, des tests sanguins, qui pourront peut-être faire en sorte qu'on pourra déceler ces cancers, surtout chez les patientes à haut risque de cancer, par exemple, qui sont porteuses de mutations, qui font qu'ils sont à haut risque, de déceler ces cancers beaucoup plus précocement à l'aide de prise de sang. Deuxième chose, par exemple, la chirurgie. On parle maintenant du délai de chirurgie. Mais les traitements ciblés, les traitements contre les cancers sont donnés de plus en plus avant la chirurgie. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que souvent, ils sont tellement efficaces qu'il ne reste plus rien à la chirurgie des cancers. Alors, la question qu'on se pose, mais on commence à se poser, mais alors pourquoi opérer? Alors, la recherche peut vraiment donner des solutions à court et à long terme de plusieurs problèmes qui sont surgis pendant la pandémie. Comme je vous dis, le problème de dépistage et aussi le problème des chirurgies. Et la recherche aussi, il y a tellement de connexions. Je vous donne un exemple encore. En 2012, il y a un chercheur qui a fait une application pour développer une nouvelle technique de nanolipides, de nanoparticules lipidiques, pour que les drogues anticancéreux se rendent au cancer, c'était pour le cancer de l'ovaire. Exactement cette même technologie a été appliquée dans le virus RNA de la compagnie BioNTech en Allemagne, avec Pfizer, pour ensuite faire en sorte qu'on a ce nouveau vaccin contre la COVID. Donc, la recherche, c'est quelque chose qui a beaucoup de connexions. On fait la recherche de cancer, par exemple, mais et ça nous donne beaucoup de solutions, des idées aussi sur les autres types de problèmes, par exemple, les problèmes urgents de la COVID. Donc, je voulais juste vous dire qu'on est vraiment dans une phase, dans une période vraiment excitante pour la recherche sur le cancer, qui a des répercussions dans beaucoup d'autres domaines. Pour répondre à votre question précisément, je pense qu'il faut vraiment animer les cerveaux, donner l'espace à les cerveaux et l'environnement, le soutien au cerveau au Québec pour développer ce qui est dans leur imagination, premièrement.
Et, un des leviers que vous avez dit, c'est les partenariats. Les partenaires entre plusieurs des organismes d'ailleurs qui sont ici, qui sont à l'origine de cette rencontre ce soir, par exemple la société que je représente, Cherche le cancer, la Fondation de cancer du Québec, la Canadienne du cancer et Procure. On a déjà des collaborations pour s'entraider parce que c'est clair que l'année passée, on a vu une diminution remarquable, très importante des subventions, c'est-à-dire des donations, des dons aux fondations. Tous les événements n'ont pas eu lieu. Alors, une coopération a eu lieu entre plusieurs organismes qui a vraiment pu continuer les programmes de subvention aux chercheurs. Ça, c'est, je pense, une belle chose qui est arrivée dans la dernière année qui devrait en continuer. Et je pense qu'on peut avoir aussi la part du gouvernement à ce stade-ci aussi pour aider ce type de partenariat et de coopération pour vraiment lever tout, recommencer, donner un stimulus pour la recherche. Il faut vraiment laisser les chercheurs aussi à leur imagination et à leurs idées. Pas trop de contraintes. Parfois, on voit des organismes ou parfois le gouvernement aussi qui met beaucoup de contraintes qui rend vraiment très difficile l'administration de projets de recherche. Je pense que c'est là on peut vraiment s'entraider et vraiment aider. Donc, voilà, on a parlé tantôt de thérapie ciblée. Le cancer, c'est un peu comme la COVID dans le sens, il y a des mutations qui arrivent et on doit développer toujours des nouveaux médicaments contre ces mutations, comme on a entendu dire avant par les intervenants avant moi. Mais c'est un temps où on a des outils incroyables, la génomique, qui nous aide vraiment à aller très en profondeur dans les différents types de cancers, de développer ce qu'on appelle la thérapie et aussi le diagnostic personnalisé. C'est vraiment, finalement, chaque cancer est un peu différent d'une personne à l'autre, mais on est dans un temps où on peut vraiment voir des effets de la recherche et il faut les soutenir avec, comme je l'ai dit, des partenaires, des collaborations et surtout en laissant le chercheur mener en avant ces projets de recherche, son imagination. Voilà. Merci beaucoup. Les laisser travailler, finalement. C'est ça, c'est un peu ça, dans le fond. Merci beaucoup, Dr. Mazik. Maintenant, Dr. Aprikian, de votre côté, en quoi consiste la biobanque de l'organisme Procure et comment son caractère innovant peut-il être un accélérateur pour la recherche? Bonsoir, Madame Roy. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de partager avec vous ce qu'on a fait avec l'organisation Procure, qui date maintenant de presque 20 ans. Et je suis content de suivre Dr. Mazik parce qu'il a mis la table au niveau de l'importance de la recherche, au niveau des outils aujourd'hui on peut être très précis dans la caractérisation des différentes molécules. Il y a plusieurs années, et même aujourd'hui, comme moi je suis urologue, je m'occupe des patients qui souffrent du cancer de la prostate. Mon père est décédé du cancer de la prostate il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, on traite les patients avec le cancer de la prostate de la même façon qu'on les traitait il y a 10-15 ans, soit la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Mais comme Dr. Mazik a dit, on rentre dans la sphère des traitements personnalisés. Et chaque jour dans la clinique, on trouve des patients qu'on a traités de la même façon, ceux qui vivent longtemps, puis il y en a d'autres qui récidivent et on ne comprend pas encore pourquoi. C'est une question fondamentale pour tous les cancers, pas juste le cancer de la prostate. Et donc, il y a presque 20 ans, l'organisation Procure a été établie pour lutter contre le cancer de la prostate. C'était la mission principale, avec 3 volets. Un volet éducatif, public support, supporter les patients, les familles qui souffraient du cancer de la prostate, et un volet recherche. Mais il y avait beaucoup d'organisations qui aidaient la recherche, des organisations qui faisaient des levées de fonds et donnaient de l'argent aux chercheurs ou faisaient des octrois, des grants, qui étaient le modèle, disons, habituel et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Des organisations qui donnent l'argent aux chercheurs.
Procure a décidé de voir vraiment, y a-t-il quelque chose de différent, complémentaire qu'on peut faire aux autres organisations qui déjà existaient. Et quand on a demandé aux chercheurs québécois qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour vraiment avancer la recherche, on avait déjà des bons laboratoires, on avait déjà il existe des chercheurs d'envergure internationale au Québec. Oui, on a besoin d'argent, mais en plus, ce qui manquait, c'est des échantillons biologiques, des patients qui souffraient du cancer de la prostate de haute qualité pour pouvoir étudier le génétique, le génomique, pour essayer de prédire. C'est ça qui manquait il y a plusieurs années. Donc, c'est quoi une biobanque? Une biobanque, c'est une banque avec des échantillons biologiques, des échantillons, des morceaux de cancer, des prises de sang, des échantillons d'urine, tout ça entreposé sans question de recherche. Vraiment une banque aveugle pour que les chercheurs puissent l'utiliser dans le futur. Mais deuxième élément qui était très innovateur, je crois, c'est que une biobanque a plus de chances de succès au Québec qu'ailleurs, en Amérique du Nord, parce que les Québécois ne se déplacent pas beaucoup dans leur vie. Ils ne changent pas beaucoup de ville à ville. Donc, il y a plus de chances de suivre des patients, 10, 15 ans, pour vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces patients-là. Donc, la biobanque Procure, ce n'est pas juste une collecte d'échantillons au début de la maladie, mais chaque année, année après année, on prenait du sang et de l'urine et on le mettait dans cette biobanque. Donc, c'est ça qui était quand même assez intéressant. Au niveau cancer de la prostate, ça prend, heureusement ou malheureusement, ça dépend, ça prend 10 à 15 ans avant que quelqu'un décède de son cancer. C'est une maladie qui est très lente. Donc, ça prend une maturité des biobanques. Et maintenant, aujourd'hui, la biobanque a commencé en 2007. Et là, on est dans une étape très mature où cet entrepôt d'échantillons de haute qualité est prêt pour la recherche, pour vraiment comprendre au niveau des molécules la différence entre patient A et patient B au niveau de son cancer de la prostate. Procure a démarré ce projet, un projet clinique géré et managé par une organisation de bienfaisance, une charity. Donc, ce n'était pas juste donner de l'argent, mais une implication avec 4 centres universitaires à travers le Québec, à Sherbrooke, 2 à Montréal. 2000 hommes ont participé de façon volontaire à ce projet clinique et ont accepté de chaque année de revenir et pour donner du sang et en même temps répondre à des questionnaires. Vos habitudes digestives, est-ce que vous faites l'exercice, qu'est-ce que vous faites comme travail? Toutes ces données-là ont été intégrées dans une base de données de très, très haute qualité. Alors, c'est ça la biobanque que Procure a démarré. Un exemple d'un output de cette biobanque qui a coûté plus que 10 millions de dollars, qui a nécessité la collaboration avec la Société de recherche sur le cancer, un partenariat de 4,5 millions. Ça a pris beaucoup d'argent, beaucoup de temps et énergie pour bâtir cette biobanque. Et il y a plusieurs années, quand le NIH, le fameux laboratoire des États-Unis, du gouvernement des États-Unis, là où Dr. Fauci travaille, ça vous donne une idée. Donc, le NIH voulait caractériser le génomique de chaque type de cancer. Et quand c'était arrivé pour le cancer de la prostate, ils ont vu qu'aux États-Unis, avec les universités Harvard, Sloan Kettering, MD Anderson, il n'y avait pas assez d'échantillons de haute qualité pour répondre à les questions qu'ils voulaient faire. Et donc, le NIH a appelé Procure pour avoir accès à nos échantillons. Et donc, la grosse étude qui a été publiée dans une des meilleures revues scientifiques des centaines de patients avec les caractérisations génétiques, une bonne proportion de cette donnée-là vient des hommes québécois, supportés par une organisation, une charity au Québec qui s'appelait Procure, avec les 4 centres hospitaliers universitaires. Donc, ça, c'est la biobanque Procure. Aujourd'hui, la biobanque maintenant a un accès à cause d'il y a 15 ans que ça a été bâti. Il est très mature maintenant. C'est le temps de faire la recherche.
Et un des projets de recherche qu'on démarre bientôt, c'est que malheureusement, il y a eu 200-300 hommes de ces 2000 qui sont décédés de leur cancer. Heureusement, ils ont accepté de donner de leur échantillon et ils ont répondu à des questionnaires pendant des dizaines d'années. C'est le temps d'étudier pourquoi ces hommes-là sont décédés de leur cancer, pourquoi les traitements ont échoué, c'était quoi de façon différente pour eux par rapport aux autres hommes québécois, c'était quoi dans leur cancer qui était si agressif. Et ça prend des études, comme Dr. Bazik a expliqué, des études de type génomique, génétique, avec des échantillons de sang qu'on a eu pendant plusieurs années. Et ça, c'est un projet de recherche avec Procure et on a besoin d'aide. C'est sûr qu'on a besoin d'aide des autres organisations pour répondre à ces questions. Alors, en gros, c'est ça, une biobanque qui peut aider à la recherche pour vraiment arriver à une médecine, une oncologie personnalisée. Merci. Bien, merci à vous, vraiment, et bravo pour votre projet. Je pense que c'est effectivement très intéressant et ça peut aider énormément, donc merci beaucoup. Et merci à vous trois, ainsi qu'à tous les intervenants qui ont participé à ces échanges ce soir. Beaucoup de matière à réflexion, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, mais aussi beaucoup d'espoir, et ça, c'est important. Nous allons maintenant avoir le temps de prendre quelques questions. Alors, j'en ai quelques-unes ici. Alors, j'ai une question pour le docteur Champagne. Alors, docteur Champagne, je viens de passer, c'est donc Jocelyne qui pose la question. Je viens de passer un scan en avril 2021. Attendez un peu, ça bouge. Et j'ai reçu un diagnostic d'un nodule très petit sur le poumon gauche inférieur qui a changé d'aspect. Je passerai à nouveau un scan en août prochain et je dois attendre tout ce temps avant de savoir ce qui m'attend. À date, tout s'est avéré cancéreux. Que puis-je m'attendre avec le résultat du scan? Je suis inquiète et je me demande comment je vais faire pour garder le moral jusque-là. Pourquoi n'a-t-on pas enlevé ce nodule qui était présent lors de l'opération au lieu d'attendre? Pour le moment, je suis bien suivie par mon oncologue et je vois environ aux 4 mois, excusez-moi, et aucun suivi par mon médecin de famille qui n'est probablement pas à l'aise avec la COVID présentement. Alors voilà votre question, docteur Champagne. Bien, les nodules pulmonaires, en fait, sont assez fréquents dans la population. Si on fait des scans sur la rue, on se promène sur Sainte-Catherine, puis on offrait un scan à tout le monde, là, il y a à peu près 3% des gens qui ont des nodules pulmonaires. Donc, plusieurs d'entre eux sont bénins. En fait, la grande majorité d'entre eux sont bénins, sont des séquelles de d'autres conditions, une pneumonie à l'enfance, ce genre de choses-là. Donc, il existe des critères qui permettent de savoir est-ce qu'on doit intervenir maintenant ou pas. Donc, parce que faire une chirurgie, faire une biopsie, ce n'est pas toujours évident. Tout dépendamment de la profondeur dans le poumon à laquelle se trouve le nodule, faire une biopsie sur quelque chose qui mesure moins d'1 centimètre, c'est souvent infructueux. Donc, ça amène un inconfort pour le patient, puis une fausse sécurité pour tout le monde. Alors, parfois, on va préférer attendre, faire une imagerie de suivi, s'assurer, voir s'il y a une réelle progression et là, faire un bilan complémentaire. Donc, je ne peux pas commenter pour une situation particulière, mais c'est souvent l'approche qui va être prise de façon générale pour un nodule donc, qui mesure moins d'1 centimètre. C'est souvent ce qui va être fait. J'espère que ça rassure Mme Jocelyne. Alors, merci beaucoup, docteur. Et j'ai une deuxième question ou commentaire qui est destinée aux organismes. Alors, les impacts des cancers sur le développement psychosexuel des personnes touchées, quels sont concrètement les services offerts aux survivants de ces cancers et leurs proches au niveau de la sexualité et de l'intimité dans l'après-cancer? Alors, je ne sais pas qui peut me répondre à ça. Ben, moi, je peux oui, débuter. Donc, à la Fondation québécoise du cancer, évidemment, on a développé du matériel à cet égard-là dans nos 2 programmes. Donc, dans notre programme qu'on appelle le portail du programme à Félix, donc pour les 15-39 ans. Donc, effectivement, on peut bien comprendre qu'il y a une particularité puis une réalité particulière pour ce groupe d'âge-là.
Donc, par nos spécialistes, notre personnel, nos documentalistes, nos infirmières, nos psychologues, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Donc, les gens, et surtout la clientèle 15-39, pourraient trouver du matériel très intéressant et très élaboré sur le sujet sur notre site web. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter dans les organismes? Je pense que ça répondait quand même bien à la question. Je pense que ça peut aider donc la personne qui a posé la question. Troisième question pour le docteur Laverdière par Mme Tardy. Alors, docteur Laverdière a mentionné que les statistiques démontrent qu'il y a 4 fois plus de risques d'avoir un deuxième cancer pour les aînés. Quel âge ont les personnes aînées qui sont dans ce créneau? En fait, c'était pas spécifiquement pour les aînés, c'était pour les survivants de cancer pédiatrique. OK, c'est ça. C'est ça. Et les études faites, en fait, les patients de cancer pédiatrique ont commencé à avoir des meilleurs taux de survie à la fin des années 70-80. Donc, la plupart des études, ce sont des cohortes avec un âge moyen autour de 40 ans, jeune quarantaine, donc avec des survivants qui vont de 18 ans à 60 ans, quelques rares de 60 ans environ. Donc, on parle vraiment de survivants de cancer pédiatrique. OK, parfait. Donc, maintenant, c'est clarifié. Merci beaucoup. Maintenant, une autre question qui est pour le docteur Laverdière, donc de Justine. J'ai 23 ans et j'ai été traitée à Sainte-Justine lorsque j'avais 10 à 12 ans, donc vous ne partez pas très, très loin. J'ai beaucoup de séquelles. Bon, malheureusement, j'ai consulté plusieurs spécialistes et fait énormément de tests dans les dernières années et la majorité du temps, on n'a pas de réponse à me donner. J'aimerais donc savoir comment je peux bénéficier des suivis pour les adultes survivants de cancer pédiatrique, tel que parlé plus tôt par vous. Donc, je pense que c'est exactement ce dont vous parliez tout à l'heure. Hein? Là, je pense qu'on met le doigt là-dessus. Là. Oui, bien, premièrement, bonjour Justine, je te reconnais très bien. Donc, écoute Justine, c'est pour des patients comme toi qu'on veut créer vraiment le programme. Là. Comme je disais tantôt, il y a eu plusieurs obstacles dans le passé, mais je t'invite à me contacter directement. Donc, tu as probablement encore mes coordonnées via l'hôpital et on pourra en discuter, mais c'est vraiment pour des patients comme toi qu'on veut offrir un programme multidisciplinaire, un programme provincial où les médecins vont pouvoir nous appeler pour nous demander en fait notre expertise. On va pouvoir voir certains patients adultes comme toi, l'équipe avec une équipe d'experts dans le domaine. Donc, je t'invite à reprendre contact avec nous, puis on va regarder ce qu'on peut faire, puis peut-être tu seras notre porte-parole, qui sait. Ah, ben tiens, c'est une belle invitation. Donc, Justine, je pense que là, tu as un beau lien, là, une belle invitation qui est faite. Donc, merci beaucoup. 5e question qui s'adresse au docteur African. Donc, est-ce qu'il y a de meilleurs traitements pour le cancer avancé de la prostate que l'injection du Zoladex et la prise là, je ne sais pas si je vais bien le dire, du Xtandi? Vous allez pouvoir m'aider? Oui, vous l'avez très bien dit. Ah bon, parfait. Alors, évidemment, pour répondre à cette question, il faut avoir un peu plus de détails au niveau de la condition médicale, mais le Zoladex, c'est une forme de traitement hormonal qu'on utilise aujourd'hui couramment et c'est très efficace. Le Xtandi, c'est nouveau comme médicament et quand les deux sont combinés, on a une augmentation de succès. Donc, ça semble être le bon traitement pour le patient qui a demandé cette question. Très bien, merci beaucoup. C'est très gentil. 6e question, donc, de Guylaine pour le docteur Basic. Est-ce que l'intelligence artificielle est en mesure de nous aider aujourd'hui pour la détection précoce de certains cancers? C'est intéressant, ça? Oui, excellente question. Et la réponse est oui, et probablement de plus en plus. Les travaux sont en cours maintenant pour étudier, par exemple, l'imagerie, les scans avec l'intelligence artificielle pour pouvoir déceler des signes très, très précoces de cancer. Et non seulement les scans, mais aussi des prises de sang, des analyses génomiques. Je fais partie d'ailleurs d'un projet où on met ensemble beaucoup de données avec l'intelligence artificielle pour pouvoir, en effet, donner un meilleur pronostic pour les patientes avec le cancer du sein. Mais effectivement, pour le diagnostic précoce, il y a beaucoup de travaux là-dessus maintenant. C'est une très bonne idée.
qui est en cours. Oui, c'est bien, effectivement. Mais merci beaucoup, Dr. Bazik. Donc, on va s'arrêter là pour les questions, mais comme je vous ai dit au début, ne vous inquiétez pas, s'il y a d'autres questions, là, vous pouvez les poser et on va vous répondre éventuellement, là, sans aucun problème. Donc, merci à tous pour avoir répondu à vos questions. Et c'est justement déjà la fin et je tiens à remercier le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, qui a ouvert ce forum aujourd'hui. Merci de votre présence et de celle de votre équipe. Je suis certaine que les échanges riches en informations qui se sont déroulés ce soir sauront vous inspirer dans vos prochaines actions. J'en suis convaincue. Merci évidemment à tous les panélistes qui étaient là aujourd'hui. Vraiment, ça a été un bonheur de vous avoir, de vous entendre. Vraiment très intéressant. Et aussi, un gros merci à nos 5 organismes instigateurs du forum. Et je cède d'ailleurs la parole à leurs représentants pour le mot de la fin. Merci, Manon, d'avoir animé avec brio ces échanges. Oui, tout à fait. Et merci à nos panélistes vraiment pour leur éloquence. Et évidemment, un remerciement tout spécial à M. le ministre d'avoir accepté d'ouvrir la rencontre et d'être à l'écoute de ce qu'on avait à dire ce soir. La collaboration entre nos 5 organismes pour créer ce forum, vous l'aurez deviné, ce n'est pas le fruit du hasard. Cela a été nommé d'entrée de jeu. Nous souhaitions unir nos forces et nos voix pour la grande communauté en cancérologie et surtout démontrer la place prépondérante et le rôle essentiel que nous jouons. Je crois que ce forum nous a permis de faire un premier pas en ce sens. Il nous permet surtout d'espérer avoir rallié autour de l'importance du rôle de nos organismes dans toute la trajectoire en cancérologie, mais bien au-delà, lorsque l'on englobe la recherche et la défense des droits. Les messages livrés par nos panélistes sont sans équivoque quant à la force du partenariat dans la lutte au cancer. Ces partenariats doivent s'actualiser, certes sur le terrain entre les équipes de soins et les organismes, mais aussi à tous les niveaux de la recherche. Merci Marco. On a vu vraiment que la prévention n'est pas un luxe aussi. La prévention, c'est d'ailleurs une nécessité qui a fait ses preuves. C'est une priorité dans le contexte actuel. Il faut vraiment se poser la question, en fait, post-Covid. C'est où qu'on veut mettre le plus d'efforts possible, en fait, pour avoir une société plus inclusive, notamment en matière de santé. Puis la Covid a malheureusement mis en évidence en fait davantage le problème des désavantages en fait en matière de santé, des inégalités en matière de santé, notamment pour les populations les plus vulnérables et surtout les communautés ethnoculturelles. C'est une réalité qui n'est malheureusement pas étrange lorsqu'on parle de cancer. Donc, il faut voir les services, nos services en fait de première ligne, nos services d'accompagnement comme la clé de voûte en fait pour un meilleur soutien pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants, peu importe leur origine, et ce durant tout le continuum de services et de soins, à partir du diagnostic, mais aussi jusqu'à la fin de vie, et je dirais même après la fin de vie avec l'accompagnement des proches aidants. Nos organisations offrent ces services et nous sommes accessibles en fait même au-delà des épisodes de soins, sur le terrain, de façon virtuelle, dans tous les milieux. Nous sommes des acteurs de proximité, agiles comme disait Dr Champagne, et nous sommes complémentaires aussi au réseau. Alors, mettons en fait nos efforts en commun et faisons équipe pour pouvoir mieux investir ensemble et avoir un meilleur impact dans le but d'avoir un meilleur bien-être pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants. La pandémie a causé, certes, des retards à plusieurs niveaux dans le réseau de la santé et nous avons raison de nous en préoccuper. Il faut retenir qu'elle nous a démontré que nous étions capables de faire preuve d'agilité et d'obtenir des résultats probants en peu de temps. Pensons notamment à la rapidité avec laquelle s'est organisé le dépistage et la vaccination. Maintenant, et le ministre l'a dit récemment, nous ne pouvons envisager de reprendre nos façons de faire telles qu'elles étaient avant la pandémie. L'agilité est le propre des organismes communautaires et nous disposons de toute la créativité nécessaire pour prendre une part active à des solutions qui permettent d'accélérer le rattrapage d'une part, mais également l'innovation dans les soins et la recherche d'autre part. En ce sens, nous pouvons être des leviers d'accès
et de désengorgement du réseau et plus encore. De mon côté, la recherche est la clé pour déjouer le cancer. Des avancées pour prévenir, détecter et traiter le cancer commencent par la recherche. C'est la seule voie. Des progrès remarquables ont été faits au cours du temps, au cours des années. Des exemples probants ont été présentés aujourd'hui par nos divers organismes. Toutefois, il nous faut rattraper le retard comparativement à d'autres pays. Il y a un grand délai entre le Canada et la très grande majorité des pays du G7. Nous devons, pour ce faire un front commun. On doit investir davantage dans les domaines de l'éducation supérieure, l'innovation médicale, miser sur l'intelligence artificielle, comme Dr. Bézic nous disait, et faire en sorte de centraliser les données sur le cancer. C'est une grande lacune au Québec. Également, il faut bâtir des ponts en nos divers organismes, comme on le fait aujourd'hui, qui sont impliqués dans le milieu de la recherche. On doit rapprocher la recherche des patients. Les patients doivent être impliqués dans les divers protocoles. Sans vous, on ne pourrait pas y arriver. Alors, la recherche est un continuum et vous devez être impliqués également vos proches pour faire des avancées. Également, un message très important que nos divers organismes voudraient communiquer à M. le ministre et à son gouvernement. Imaginez si chaque dollar investi par nos organisations, le gouvernement mettrait $1 supplémentaire. Ce dollar que vous nous donnez, vous, les patients, les proches aidants, les donateurs, les bailleurs de fonds, c'est vous qui faites avancer la recherche. Si le gouvernement mettait $1 pour chacun des dollars que vous nous donnez, imaginez les miracles qu'on pourrait faire. Alors, au nom de la recherche, au nom de mes collègues, l'espoir est la recherche et merci. Alors, en somme, s'il est vrai que nous faisons face à plusieurs défis majeurs en oncologie, c'est aussi vrai qu'on a fait des apprentissages importants suite à toutes sortes d'initiatives porteuses au cours des dernières années. Nous savons que le potentiel de nos organismes réunis est grand. On croit aussi, et c'est ce que les intervenants ont identifié aujourd'hui, que ce potentiel-là peut agir comme fédérateur de solutions pour mieux faire face aux grands défis qui se posent en oncologie. Nous réitérons notre invitation au ministre Dubé et à toute son équipe de profiter pleinement de ce potentiel-là et de cette expertise pour la mettre davantage à contribution. En effet, nos interventions sur l'ensemble du continuum de soins et les liens de proximité que nous entretenons avec les soignants, les patients, les proches aidants et les chercheurs nous permettent de dégager une vision 360 de la réalité oncologique et un regard lucide sur les priorités. Les 3 thèmes que nous avons explorés aujourd'hui font certainement partie de ces priorités et nous souhaitons faire équipe avec vous pour y travailler ensemble. Le partenariat et la réciprocité qui caractérisent la collaboration entre nos organisations, ce sont des puissants moteurs de mobilisation et nous ne demandons qu'à en faire profiter le gouvernement. Pourquoi? Dans l'intérêt supérieur des personnes atteintes de cancer et leurs proches. Bien, merci beaucoup. Je le répète, c'est beau de vous voir les 5 ensemble. C'est une belle union. Merci de nous avoir permis de vivre ce forum-là. Merci encore une fois à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Sachez qu'on a eu beaucoup de commentaires. En plus des questions, on a eu beaucoup de commentaires. Alors, ne vous en faites pas. Les commentaires seront adressés aux personnes concernées. Et moi, il me reste à vous dire un gros merci. Tous ceux qui ont assisté à ce forum, cette première expérience. Ça a été vraiment très agréable d'être avec vous ce soir et je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.